penses toujours que la Lune est un corps céleste sec et mort? Eh bien, tu as tort. Une nouvelle découverte sensationnelle révèle que notre satellite cache des secrets qui, jusqu'à récemment, étaient considérés comme inimaginables. C'est grâce à des physiciens comme Michio Kaku que nous apprenons enfin la vérité sur le compagnon constant de la Terre. Mais quelle découverte spectaculaire a été enregistrée à la surface de la Lune? En quoi cela change-t-il l'image que nous avons de la Lune? Et pourquoi le coup d'envoi de la deuxième course à l'espace est-il sur le point d'être donné? Selon Michio Kaku, les dinosaures avaient un problème fondamental. Ils n'avaient pas de programme spatial. Et c'est précisément pour cela qu'ils ne sont plus là aujourd'hui. Et bien que le célèbre physicien donne cet exemple avec un clin d'œil, le message qu'il transmet ne pourrait être plus urgent. Si nous voulons échapper au sort des dinosaures et éviter l'extinction, nous avons besoin d'un plan B, ou plutôt d'une planète B. À long terme, nous ne pourrons assurer la survie de l'humanité que si nous devenons une civilisation spatiale qui colonise d'autres corps célestes. Une opinion que l'expert mondialement connu n'a cependant pas en exclusivité. Stephen Hawking pensait lui aussi que la clé de la pérennité de notre existence sommeillait dans l'immensité de l'espace. Et quelle meilleure façon de commencer cette entreprise que d'utiliser le tremplin galactique qui se trouve juste sous notre nez. Bien que le dernier alunissage habité remonte à plus de 50 ans, Kaku est certain que le Traban recevra bientôt à nouveau des visiteurs humains. Et pas seulement de manière occasionnelle, mais à grande échelle. Le physicien est cité comme suit. « Je pars du principe que nos petits-enfants pourront passer leur lune de miel sur la Lune. Ce n'est que dans 3 jours. C'est donc un objectif facile à atteindre. » Mais cette prédiction n'est-elle pas un peu audacieuse compte tenu de la situation actuelle? S'il est vrai que les agences spatiales internationales prévoient actuellement d'emmener à nouveau des astronautes sur la Lune, des raisons financières, juridiques et techniques ont mis un terme au programme Artemis de la NASA pour le moment. Alors que la mission devait initialement débuter l'année prochaine, le plan beaucoup plus sobre prévoit désormais une période de lancement entre 2026 et 2028. Si tu suis les réflexions de Michio Kaku, la situation est cependant loin d'être aussi négative qu'il n'y paraît à première vue. Après tout, les Chinois ont récemment réalisé quelque chose que l'humanité n'avait pas obtenu depuis 4 décennies. Ils ont finalement ramené une pierre lunaire fraîche sur Terre, et ont ainsi découvert quelque chose qui était auparavant considéré comme absolument impossible. Personne ne s'attendait à cela. Lancée dans l'espace le 23 novembre 2020, la sonde spatiale chinoise Chang'e 5 a touché la surface de la Lune 8 jours plus tard. L'engin spatial non habité a ainsi suivi des traces qui ont accumulé beaucoup de poussière au fil des ans. La dernière sonde à avoir ramené des échantillons lunaires sur Terre était la sonde soviétique Luna 24 en 1976. Alors que Chang'e 5 a atterri près du massif volcanique Mount Stromkar, il a recueilli un bon 1,7 kg d'échantillons de poussière et de roches, qui ont ensuite été analysés dans les stations de recherche terrestres. Et en mars de cette année, il était temps d'annoncer au public enthousiaste une découverte sensationnelle stupéfiante. De l'eau a été trouvée dans les échantillons rapportés, liée à de minuscules petites billes de verre. Les experts modernes savent depuis longtemps que la Lune est beaucoup moins sèche que ne le supposaient les chercheurs du passé. Les minuscules traces d'eau ont été découvertes pour la première fois au cours de l'été 2008, dans les échantillons prélevés par les astronautes d'Apollo. Cependant, les informations associées à la découverte de Chang'e 5 sont beaucoup plus profondes. Les échantillons indiquent en fait que l'eau est présente sur toute la surface lunaire de cette manière, et qu'elle pourrait être utilisée par les humains à l'avenir. Dans le détail, les scientifiques estiment les réserves d'eau lunaire à 270 milliards de tonnes. Et il est bien connu qu'Artemis et compagnie ne sont que le signal de départ d'objectifs bien plus ambitieux. Ainsi, les agences spatiales internationales rêvent d'établir des bases lunaires permanentes dans un avenir proche. L'eau revêt donc une importance considérable dans ces projets. Elle pourrait non seulement fournir de l'eau potable aux colons lunaires, mais aussi être utilisée pour produire de l'oxygène et de l'hydrogène. 5 fois plus d'eau que le lac de Constance. Bien que l'importance de la découverte soit énorme, les objets trouvés ne pourraient pas être plus petits. En fait, les billes de verre mesurent moins d'1 millimètre. Et elles ont probablement été formées lorsque des météorites ont heurté la surface de la Lune. La théorie veut que la matière en fusion, qui s'élève au cours de ce processus, soit frappée par des particules solaires à haute énergie. Par conséquent, les noyaux d'hydrogène contenus dans la matière fondue se combinent avec l'oxygène pour former de l'eau ou des ions hydroxydes. Ces derniers sont des ions chargés négativement qui se forment lorsque les bases réagissent avec l'eau. Comme nous l'avons déjà brièvement mentionné, la Lune aurait pu stocker jusqu'à 270 milliards de tonnes d'eau de cette manière. Pour mieux comprendre, le volume du lac de Constance est d'un peu moins de 50 milliards de mètres cubes.
sachant qu'un mètre cube d'eau équivaut à peu près à 1 tonne. Cependant, les sphères de verre ne sont pas le seul réservoir d'eau que notre satellite a en réserve. D'après nos connaissances, l'eau froide est également présente en grande quantité dans les régions polaires de la Lune. Elle y dort sous forme gelée au fond des cratères. Rien qu'au pôle sud lunaire, il y aurait une quantité d'eau équivalente à celle du lac de Constance. Cependant, contrairement au réservoir des cratères, l'eau peut être extraite des billes de verre beaucoup plus facilement selon les chercheurs. Pour libérer l'élément de désir, il faudrait chauffer les minuscules objets à plus de 100 degrés Celsius. Les autres conclusions que l'on peut tirer de la découverte de Tianji 5 ne sont pas moins passionnantes. Si les globules d'eau existent sur la Lune, ils pourraient également exister sur d'autres corps célestes dépourvus d'atmosphère. La fusion nucléaire sans déchets contaminés. Un autre trésor lunaire, ramené sur Terre par la sonde spatiale chinoise, est un minéral jusqu'alors inconnu. Enchâssé dans un échantillon de roche et baptisé Changezit Y, ce nouveau minéral suscite des convoitises terrestres pour une raison bien précise. Il contient de l'hélium-3 et a donc le potentiel de servir de source d'énergie pour l'avenir. Car il ne faut pas oublier une chose, les projets de retour sur la Lune et d'installation de stations permanentes ne sont en aucun cas de nature purement scientifique. En réalité, la Lune est considérée comme un trésor intact de matières premières qui pourrait être très utile sur Terre. Mais comment les ressources lunaires peuvent-elles être exploitées? Est-il même réaliste de penser que les trésors de la Lune pourraient un jour alimenter les moteurs de la Terre? Peut-être, mais la date à laquelle ce sera le cas est encore inscrite dans les étoiles. Malgré tous les gisements d'hélium-3, de fer, de titane et d'or, il ne serait tout simplement pas rentable d'exploiter la Lune à l'heure actuelle. Les coûts de transport entre la Terre et la Lune seraient déjà au-delà de toute limite. Le simple transport d'1 kg sur une distance de près de 400 000 km coûterait 80 000 €. Sans parler des coûts liés à l'exploration des sources riches et à la construction d'une infrastructure minière. À cela s'ajoute le fait que l'utilisation commerciale de l'hélium-3 nous confronte à un obstacle que nous ne pouvons pas franchir pour l'instant. En termes simples, cet isotope prometteur, très rare sur Terre, pourrait rendre possible la fusion nucléaire sans produire de déchets contaminés. Le problème, pour produire de l'énergie, le gaz noble devrait être fusionné avec de l'hydrogène dans des réacteurs à fusion pour former de l'hélium-4. Cependant, la fusion nucléaire n'en est actuellement qu'à ses balbutiements. Et les experts estiment qu'il faudra au moins un demi-siècle avant que les installations nécessaires soient à notre disposition. La ruée sera sans limite. Cependant, si le facteur financier rend actuellement encore le voyage vers la Lune drastiquement plus difficile, Michio Kaku pense que ce mur s'écroulera bientôt. Par conséquent, il y aura un véritable embouteillage autour du satellite dans quelques années seulement. Et tout cela à cause d'hommes comme Elon Musk et Jeff Bezos. Le physicien commente. Lorsque ces hommes étaient enfants, ils rêvaient de voyager vers les étoiles. Et maintenant qu'ils ont des milliards de dollars, il leur suffit de sortir leur chéquier pour construire une fusée lunaire. Il est bien connu qu'Elon Musk ne rêve pas seulement de la Lune, mais surtout d'emmener notre espèce sur Mars. S'agit-il donc du plan B pour la survie de l'humanité évoqué au début? Eh bien, Kaku sait aussi que le facteur coût est actuellement un obstacle énorme. Mais cela pourrait changer dans un avenir proche. Citation. Le coût pour acheminer quelque chose sur Mars est actuellement d'environ 2 millions de dollars par kilogramme. Mais les prix sont en train de baisser, et c'est la clé. Et maintenant, Elon Musk a une fusée réutilisable. Pourquoi est-ce important? Si les voitures n'étaient pas réutilisables et qu'elles devaient être mises à la casse après chaque voyage, leur prix serait prohibitif. Mais c'est exactement ce que nous faisons avec les fusées en ce moment. Les mettre à la casse. Mais dès qu'elles seront entièrement réutilisables, l'espace s'ouvrira à nous. Le physicien résume ainsi pourquoi il est si important pour l'humanité de quitter les limites de la Terre. L'extinction est la règle. À l'en croire, nous devons enfin dire adieu à l'image trompeuse de l'idylle terrestre. Nous imaginons Mère Nature comme chaleureuse et douillette, ce qui est en partie vrai. Mais la nature est sans pitié lorsqu'il s'agit d'anéantir les formes de vie inefficaces. Mais comment parviendrons-nous à survivre sur Mars? Car selon nos critères, ce n'est pas exactement un corps céleste que nous décririons comme propice à la vie. Eh bien, tout simplement, il faut donner un coup de pouce à notre chance de survie. Dans le détail, Kaku préconise ce que l'on appelle la terraformation, c'est-à-dire la création d'un environnement habitable sur une autre planète. Sur Mars, cela pourrait se faire en amenant des satellites solaires sur la planète rouge, qui projetteraient la lumière du Soleil sur les calottes polaires et lanceraient le processus de réchauffement. Parce que fondamentalement, dès que tu augmentes la température de Mars de 6 degrés, cela se met en route tout seul.
Tout à coup, il y a un effet de serre incontrôlable et Mars se terraforme virtuellement. Mais ce type de création d'habitat est-il suffisant pour accueillir l'ensemble de la race humaine? Eh bien, selon Kaku, ce n'est pas du tout l'objectif. Personne ne parle de quitter complètement la Terre et de se réinstaller sur Mars. Nous parlons d'une colonie autonome sur Mars. Une colonie qui n'utilise pas les ressources de la Terre, mais qui nous offre une sorte d'assurance, un plan B. Appuie sur s'abonner et découvre bientôt les découvertes spatiales les plus passionnantes.